Deuxième partie, commentaire de Daniel 25. Daniel 1,12. Pendant la première partie de sa vie, on ne se rend compte de son bonheur qu'après l'avoir perdu. Puis vient un âge second où l'on sait déjà, au moment où l'on commence à vivre un bonheur, que l'on va au bout du compte le perdre. Lorsque je rencontrai Belle, je compris que je venais d'entrer dans cet âge second. Je compris également que je n'avais pas atteint l'âge tiers, celui de la vieillesse véritable, où l'anticipation de la perte du bonheur empêche même de le vivre. Pour parler de Belle, je dirais simplement, sans exagération ni métaphore, qu'elle m'a rendu la vie. En sa compagnie, j'ai vécu des moments de bonheur intenses. Cette phrase si simple, c'était peut-être la première fois que j'avais l'occasion de la prononcer. J'ai vécu des moments de bonheur intenses. C'était à l'intérieur d'elle ou un peu à côté. C'était quand j'étais à l'intérieur d'elle ou un peu avant ou un peu après. Le temps à ce stade restait encore présent. Il y avait de longs moments où plus rien ne bougeait et puis tout retombait dans un « et puis ». Plus tard, quelques semaines après notre rencontre, ces moments heureux ont fusionné, se sont rejoints, et ma vie entière dans sa présence, sous son regard, est devenue bonheur. Belle en réalité s'appelait Esther. Je ne l'ai jamais appelée Belle, jamais en sa présence. Ce fut une étrange histoire, déchirante, si déchirante, ma belle. Et le plus étrange est sans doute que je n'en ai pas été réellement surpris. Sans doute avais-je eu tendance dans mes rapports avec les gens, j'ai failli écrire dans mes rapports officiels avec les gens, et c'est un peu cela en effet, sans doute avais-je eu tendance à surestimer mon état de désespoir. Quelque chose en moi savait donc, avait toujours su que je finirais par rencontrer l'amour. Je parle de l'amour partagé, le seul qui vaille, le seul qui puisse effectivement nous conduire à un ordre de perception différent, où l'individualité se fissure, où les conditions du monde apparaissent modifiées et sa continuation légitime. Je n'avais pourtant rien de naïf. Je savais que la plupart des gens naissent, vieillissent et meurent sans avoir connu l'amour. Peu après l'épidémie dite de la vache folle, de nouvelles normes furent promulguées dans le domaine de la traçabilité de la viande bovine. Dans les rayons boucherie des supermarchés, dans les établissements de restauration rapide, on put voir apparaître de petites étiquettes, en général ainsi libellées, né et élevé en France, abattu en France. Une vie simple en effet. Si l'on en tient aux circonstances, le début de notre histoire fut d'une banalité extrême. J'avais 47 ans au moment de notre rencontre, et elle 22. J'étais riche, elle était belle. En plus, elle était actrice, et les réalisateurs de films couchent avec leurs actrices. C'est connu. Certains films, même, ne paraissent pas avoir d'autres motivations essentielles. Pouvait-on, ceci dit, me considérer comme un réalisateur de films? En tant que réalisateur, je n'avais que 2 mouches plus tard à mon actif, et je m'apprêtais à renoncer à réaliser Les échangistes de l'autoroute. En fait, j'y avais même déjà renoncé au moment où je revins de Paris, quand le taxi s'arrêta devant ma résidence de San Jose. Je sentis sans risque d'erreur que je n'avais plus la force et que je n'allais pas donner suite à ce projet, pas plus qu'à aucun d'autre. Les choses cependant avaient suivi leur cours et j'étais attendu par une dizaine de fax de producteurs européens qui souhaitaient en savoir un peu plus. Ma note d'intention se limitait à une phrase: réunir les avantages commerciaux de la pornographie et de l'ultraviolence. Ce n'était pas une note d'intention, tout au plus un pitch, mais c'était bien, m'avait dit mon agent. Beaucoup de jeunes réalisateurs procédaient comme ça aujourd'hui. J'étais, sans le vouloir, un professionnel moderne. Il y avait aussi 3 DVD émanant des principaux agents artistiques espagnols. J'avais commencé à prospecter en indiquant que le film avait un éventuel contenu sexuel. Voilà, c'est ainsi qu'a débuté la plus grande histoire d'amour de ma vie, de manière prévisible, convenue, et même si l'on veut vulgaire.
Je me préparais au micro-ondes un plat d'arrose très délicace, introduisis un DVD au hasard dans le lecteur. Pendant que le plat chauffait, j'eus le temps d'éliminer les 3 premières filles. Au bout de 2 minutes, il y eut une sonnerie. Je retirai le plat du four, rajoutai de la purée de piment Suzy Wang. En même temps, sur l'écran géant dans le fond du salon, démarrait la bande-annonce d'Esther. Je passai rapidement sur les 2 premières scènes, extraites d'une sitcom quelconque et d'un feuilleton policier, sans doute encore plus médiocre. Mon attention cependant avait été attirée par quelque chose. J'avais le doigt sur la télécommande, et au moment de la seconde trahison, j'appuyai aussitôt pour repasser en vitesse normale. Elle était nue, debout, dans une pièce assez peu définissable, sans doute l'atelier de l'artiste. Dans la première image, elle était éclaboussée par un jet de peinture jaune. Celui qui projetait la peinture était hors champ. On la retrouvait ensuite allongée au milieu d'une mare éblouissante de peinture jaune. L'artiste, on ne voyait que ses bras, versait sur elle un seau de peinture bleue, puis l'étalait sur son ventre et sur ses seins. Elle regardait dans sa direction avec un amusement confiant. Il la guidait en la prenant par la main, elle se retournait sur le ventre. Il versait à nouveau de la peinture au creux de ses reins, l'étalait sur son dos et sur ses fesses. Ses fesses bougeaient, accompagnaient le mouvement des mains. Il y avait dans son visage, dans chacun de ses gestes, une innocence, une grâce sensuelle bouleversante. Je connaissais les travaux d'Yves Klein. Je m'étais documenté depuis ma rencontre avec Vincent. Je savais que cette action n'avait rien d'original ni d'intéressant sur le plan artistique. Mais qui songe encore à l'art lorsque le bonheur est possible? J'ai regardé l'extrait 10 fois de suite. Je bandais, c'est certain, mais je crois que j'ai compris beaucoup de choses aussi, dès ces premières minutes. J'ai compris que j'allais aimer Esther, que j'allais l'aimer avec violence, sans précaution ni espoir de retour. J'ai compris que cette histoire serait si forte qu'elle pourrait me tuer, qu'elle allait même probablement me tuer dès qu'Esther cesserait de m'aimer parce que quand même il y a certaines limites. Chacun d'entre nous a beau avoir une certaine capacité de résistance, on finit tous par mourir d'amour, ou plutôt d'absence d'amour. C'est au bout du compte inéluctablement mortel. Oui, bien des choses étaient déjà terminées, déterminées dès ces premières minutes. Le processus était déjà bien engagé. Je pouvais encore l'interrompre, je pouvais éviter de rencontrer Esther, détruire ce DVD, partir en voyage très loin, mais en pratique, j'appelai son agent dès le lendemain. Naturellement, il fut ravi. Oui, c'est possible. Je crois qu'elle ne fait rien en ce moment. La conjecture, vous le savez mieux que moi, n'est pas simple. Nous n'avons jamais travaillé ensemble. Dites-moi si je me trompe, ce sera un plaisir, un plaisir. 2 mouches plus tard avaient décidément eu un certain écho partout ailleurs qu'en France. Il parlait un anglais tout à fait correct, et plus généralement l'Espagne se modernisait avec une rapidité surprenante. Notre premier rendez-vous eut lieu dans un bar de la Calle Obispo de León, un bar assez grand, assez typique, avec des boiseries sombres et des tapas. Je lui étais plutôt reconnaissant de n'avoir pas choisi un Planète Hollywood. J'arrivai avec 10 minutes de retard, et à partir du moment où elle leva les yeux vers moi, il ne fut plus question de libre arbitre. Nous étions déjà dans l'étang donné. Je m'assis en face d'elle sur la banquette un peu avec la même sensation que j'avais eue quelques années plus tôt, lorsque j'avais subi une anesthésie générale. L'impression d'un départ léger, consenti, l'intuition qu'au bout du compte la mort serait une chose très simple. Elle portait un jean serré, taille basse et un top rose moulant qui laissait ses épaules à découvert. Au moment où elle se leva pour aller commander, j'aperçus son string, rose également, qui dépassait du jean, et je me mis à bander. Lorsqu'elle revint du comptoir, j'eus beaucoup de mal à détacher mes yeux de son nombril. Elle s'en rendit compte, sourit, s'assit à côté de moi sur la banquette. Avec ses cheveux blonds clairs et sa peau très blanche, elle ne ressemblait pas vraiment à une Espagnole typique. J'aurais dit plutôt à une Russe. Elle avait de jolis yeux bruns, attentifs, et je ne me souviens plus très bien de mes premières paroles, mais je crois que je l'ai indiqué presque immédiatement que j'allais renoncer à mon projet de film. Elle en paraît surprise, plus que réellement déçue. Elle me demanda pourquoi. «
Au fond, je n'en savais rien, et il me semble alors m'être lancé dans une explication assez longue, qui remontait à l'âge qu'elle avait à présent. Son agent m'avait déjà dit qu'elle avait 22 ans. Il en ressortait que j'avais mené une vie plutôt triste, solitaire, marquée par un labeur acharné, entrecoupé par de fréquentes périodes de dépression. Les mots me venaient facilement, je m'exprimais en anglais, et de temps en temps elle me faisait répéter une phrase. En somme, j'allais renoncer non seulement à ce film, mais à peu près à tout, dis-je pour conclure. Je ne ressentais en moi plus la moindre ambition, rage de vaincre ni quoi que ce soit de ce genre. Il me semblait cette fois que j'étais vraiment fatigué. Elle me regarda avec perplexité, comme si le mot lui paraissait mal choisi. Pourtant c'était cela, peut-être pas une fatigue physique. Dans mon cas, c'était plutôt nerveux. Mais y a-t-il une différence? Je n'ai plus la foi, dis-je finalement. Maybe it's better, dit-elle. Puis elle posa une main sur mon sexe. En enfonçant sa tête au creux de mon épaule, elle pressa doucement la bite entre ses doigts. Dans la chambre d'hôtel, elle m'en dit un peu plus sur sa vie. Certes, on pouvait la qualifier d'actrice. Elle avait joué dans des sitcoms, des feuilletons policiers, où en général elle se faisait violer et étrangler par des psychopathes plus ou moins nombreux. Quelques publicités aussi. Elle avait même tenu le rôle principal dans un long métrage espagnol, mais le film n'était pas encore sorti. Et de toute façon, c'était un mauvais film. Le cinéma espagnol, selon elle, était condamné à brève échéance. Elle pouvait partir à l'étranger, dis-je. En France, par exemple, on faisait encore des films. Oui, mais elle ne savait pas si elle était une bonne actrice, ni d'ailleurs si elle avait envie d'être actrice. En Espagne, elle réussissait à travailler de temps en temps grâce à son physique atypique. Elle était consciente de cette chance et de son caractère relatif. Au fond, elle considérait le métier d'actrice comme un petit boulot, mieux payé que servir des pizzas ou distribuer des flyers pour une soirée en discothèque, mais plus difficile à trouver. Par ailleurs, elle étudiait le piano et la philosophie, et elle voulait vivre surtout. Un peu le même genre d'études qu'une jeune fille a accompli du 19e siècle, me dis-je machinalement en déboutonnant son jean. J'ai toujours eu du mal avec les jeans, leurs gros boutons métalliques. Elle dut m'aider. Par contre, je me suis tout de suite senti bien en elle. Je crois que j'avais oublié que c'était si bon. Ou peut-être est-ce que ça n'a jamais été aussi bon. Peut-être est-ce que je n'avais jamais éprouvé autant de plaisir. À 47 ans, la vie est étrange. Esther vivait seule avec sa sœur. Enfin, sa sœur avait 42 ans et lui avait plutôt servi de mère. Sa véritable mère était à moitié folle. Elle ne connaissait pas son père, même pas de nom. Elle n'avait jamais vu de photo. Rien. Sa peau était très douce.